Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, nous recevons Aran Vigourou, euh, un ami, euh, qui va nous parler de Platon et du Timée, avec cette question subversive dans notre temps, celle de savoir pourquoi il faut lire le Timée. Voilà, c'est un grand plaisir de recevoir Aran, un bel esprit et avec des choses à dire et qui sont bien pensées. Merci Christian. C'est vrai, je pense. Donc, bienvenue à tous pour cette conférence euh, que j'ai intitulée Pourquoi lire le Timée. En effet, on peut se demander pourquoi, à l'heure actuelle, on aurait besoin de se replonger à nouveau dans la lecture de Platon, et plus précisément dans ce texte, ce dialogue que l'on appelle le Timée, qui est un texte extrêmement ardu, parfois aride, où Platon nous fait voyager entre plusieurs étapes. La première étant un mythe, et un mythe cosmologique, où il est question de la création et de l'ordre de l'univers lui-même. Mais ensuite, à travers ce mythe, de descendre d'un degré, c'est-à-dire du degré de la cosmologie absolue et mythique, au degré de la constitution de la matière elle-même, et enfin à celui des sociétés humaines. Et cela se passe par la mathématique et la géométrie. On a souvent tendance à dire que dans le Timée, Platon expose véritablement sa doctrine propre, là où dans les autres dialogues, il s'agissait seulement, et pour beaucoup d'ailleurs, de présenter son maître à penser, Socrate, et les discours et les théories de ce personnage. Alors il y a souvent un débat de savoir si le Socrate de Platon est le Socrate, ou bien seulement le Socrate de Platon. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Toujours est-il que le Timée reste considéré comme le testament de la doctrine proprement platonicienne. Voilà. Excusez-moi. Le testament de la doctrine proprement platonicienne. Pourquoi lire ce dialogue ? On pourrait l'estimer que finalement ce dialogue est complètement obsolète, pour la bonne raison que ça tient lieu de la physique grecque de l'Antiquité, de la géométrie de l'époque de Platon, et que ces discours tenus à cette époque-là sur la nature se voulaient et étaient pour l'époque strictement scientifiques, mais pour nous aujourd'hui, ça peut sembler, un effort d'imagination théorique à très haut niveau, mais ça ne rend pas compte de la façon dont notre science moderne à nous peut décrire et comprendre ce que l'on appelle la nature. Mais il faut bien voir un point très important, c'est que autant dans le Timée, l'objet d'étude, ce dont il est question, c'est la nature, là où dans les sciences actuelles, ce qui est l'objet d'étude, ce sont les faits, et la nature, si ce terme est employé, est un concept bien trop vague pour les sciences spécialisées que nous avons aujourd'hui. Au fond, pourquoi lire le Timée ? Je pense que c'est pour rechercher le rapport entre la question de la nature et la question de l'ontologie. L'ontologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un néologisme tiré du grec, ontos, onta, c'est-à-dire l'objet, et logos, autrement dit, discours, science, rationalité. Logos est un terme très plurivoque, mais puisque nous sommes ici dans le Timée, nous garderons discours, science, rationalité, quitte à le discuter plus tard. Ce néologisme-là, il désigne une branche particulière de la philosophie, qui est l'étude de l'être. Qu'est-ce que l'être ? Ici, c'est une vaste question. On va commencer par dire l'être, c'est ce qui désigne tout ce qui est. On va pouvoir dire ensuite l'être est l'objet suprême de la philosophie, ce vers quoi elle tend, ce à quoi elle se destine, ce qui en réalité est sa nature même. On pourrait dire aussi la philosophie comme la métaphysique, et ici on irait du côté de Heidegger, ont manqué à dire ce qu'était l'être, ou du moins de l'être ne peuvent rien dire, et il serait alors la tâche d'une autre façon d'employer le langage et la connaissance, qui serait la pensée, d'aller à la rencontre de cet objet dont pour l'instant nous n'avons pas encore établi la définition.
Pourquoi s'interroger sur l'ontologie de la nature? Pourquoi s'interroger sur l'être de la nature? Pourquoi chercher à dire ce qu'elle est? Bien, dans une époque contemporaine, on pourrait d'abord constater que c'est une coupure entre l'homme et la nature qui invite à le penser. Et cette coupure entre l'homme et la nature, conséquemment, ici c'est Heidegger qui défend cette thèse-là, c'est une coupure entre l'homme et l'être. Pourquoi revenir ici à Heidegger dans cette introduction sur Platon et le Timée? Eh bien parce que, il me semble, ça fait partie de ma recherche personnelle, que Heidegger met en lumière un certain nombre de questions à laquelle, en lisant Platon, on peut se référer. Dans l'introduction des traitants, Heidegger cite un passage du Sophiste. Et c'est un passage que je vais vous résumer en substance, où il est dit finalement qu'on a l'habitude de prononcer ce qu'est l'être, mais ça fait trace d'une perte de la mémoire de ce que c'est. On a l'habitude de parler de la nature, mais ça fait trace d'une perte de la mémoire de ce qu'elle est. Le mot nature, on en entend parler beaucoup. C'est un terme contemporain, c'est un terme qui fait partie aussi des grands débats, notamment sur l'écologie. Mais en même temps, à trop le prononcer, est-ce qu'on se rend encore bien compte de ce que ce terme peut vouloir dire et de ce que son être peut bien désigner? Il faut bien comprendre. Le Timée est un texte inaugural. C'est un texte inaugural parce que pour la première fois, la nature va être considérée d'un point de vue purement métaphysique. Je dis purement métaphysique, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Pourquoi? Parce que dans le Timée, ce que l'on cherche à faire, c'est dire la nature dans sa manifestation. Avant Platon et Aristote, nature et être se disent autrement. Nature et être ne sont pas forcément pris comme synonymes. Par exemple, chez Parménide et Héraclite. Autre point, fondamental ici pour comprendre ce qu'est le Timée, dans le Timée, la nature est comprise comme monde. Pas comme cosmos, comme monde. Dans le Timée, vous avez le cosmos, le temps, le monde et nous. On y reviendra. Afin de démarrer cette conférence, nous allons contextualiser le dialogue du Timée, et nous allons le contextualiser à partir des choses qui arrivent avant le Timée, voire même avant Platon. C'est très important parce qu'en fait, ce texte du Timée n'apparaît pas comme quelque chose généré spontanément, bien au contraire. Platon, dans ce dialogue, va mettre en difficulté, voire même réfuter, un certain nombre de théories dans un registre textuel précis dans la Grèce antique qui s'appelle l'enquête sur la nature. Et parmi les enquêteurs sur la nature, ceux qui se mettent en quête de ce qu'elle est, on pourra compter Platon d'une certaine façon, mais avant lui, il y en a eu d'autres, notamment ceux qui sont désignés comme les physiologues, c'est-à-dire ceux qui vont parler de la nature uniquement par sa manifestation sensible, et pas du tout à travers la façon dont on peut la connaître et sa nature intelligible, intelligente, c'est-à-dire sa nature en tant que logos. Le logos, c'est deux choses ici. Il est à la fois ce que l'on dit, mais il est aussi selon ce dont on parle. Il est à la fois discours, mais il est aussi connaissance. C'est ici un double emploi qui va être important. Alors, premièrement, dans les préplatoniciens, nous avons les pythagoriciens. Chez Platon, ils sont davantage... Platon y fait beaucoup référence parce qu'ils sont en réalité des éducateurs. Ceux qui ont inspiré beaucoup à Platon aussi l'importance des mathématiques. Mais pour Platon, les pythagoriciens, c'est-à-dire ceux qui vont donner comme analogue de l'être le nombre et l'unité,
Selon lui, cela fait trop confiance au sens de la vue et de l'ouïe. C'est très particulier, parce qu'en même temps, ce sont ceux qui inspirent Platon sur le plan des mathématiques, et en même temps, pour Platon, ce sont des gens qui sont encore trop dans le sensible. Pourquoi dans le Timée, on se rend compte que c'est parce qu'il donne trop d'importance au nombre et pas assez d'importance à l'être, encore que le terme « être » n'apparaisse pas vraiment tel quel dans le texte. Ce qui va être employé, c'est « einai », ça désigne en quelque sorte un terme latin pour dire ça, la qualité de quelque chose, autrement dit, ce qui fait que la chose est. Quand on cherche à déterminer ce qu'est la nature, d'après Platon, le nombre n'est pas suffisant pour dire ce qu'elle est. C'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Ensuite, il y a Héraclite. Chez Héraclite, la phrase la plus connue, je crois, ou du moins la plus employée, c'est « on ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Pourquoi cette phrase est connue? Généralement parce qu'on entend par là une forme de relativisme. Mais il faut bien comprendre que la pensée d'Héraclite, le terme pour la désigner, c'est le mobilisme. C'est un penseur de la nature parce que c'est un penseur du mouvement. Et ce qui est mouvement, donc, est nature. Ici, c'est vers là qu'on va. D'accord? Le mobilisme. C'est-à-dire, est nature l'apparence visible de la sensation, les autres facultés pour savoir et percevoir, et en fait, la forme de connaissance, c'est l'objet réel tel qu'il est en mouvement dans la nature. C'est ça, dans une coquille de noix, ce que l'on appelle le mobilisme. Mais ensuite, il y a Parménide. Et Parménide, c'est encore autre chose. Parménide, c'est celui qui veut fonder la connaissance sur l'intelligible, mais qui en même temps admet que l'intelligible ne permet pas seulement de fournir la véracité. Pour Parménide, il n'y a aucune garantie sur le jugement que la pensée peut porter à la sensation. Et pour Platon, c'est très important, cette étape parménidienne. Il y a un dialogue d'ailleurs de Platon qui porte le nom du Parménide, parce que ce qui apparaît chez Parménide, c'est la théorie des formes. Et la théorie des formes, vulgairement formulée, c'est l'idée qu'en fait, il existe des objets éternels, absolument théoriques, qui sont les formes. Voilà. C'est ousias, ou eidos, selon les moments des textes où le terme est employé. Ça se ramène généralement, pour ceux qui connaissent un peu Platon, à la théorie des idées, ou à la théorie des intelligibles. Et cette théorie des formes, vulgairement donc formulée, c'est l'idée qu'il ne peut y avoir de connaissances théoriques possibles qu'à travers l'accès à ces formes intelligibles. Et qu'en réalité, tous les objets sensibles que nous pourrions étudier ne sont qu'une source d'erreur. Du moins pris à terme. C'est-à-dire qu'on a besoin des objets sensibles pour connaître, mais en même temps, la vraie connaissance ne peut se faire que par l'abstraction de ces objets-là, l'abstraction de leur changement. Vous voyez, ici on quitte la pensée héraclitéenne, l'abstraction de leur changement, l'abstraction de leur mouvement, pour les considérer en tant que tels, et non pas, par exemple, la table en tant que telle, mais plutôt l'idée elle-même de l'objet. Voilà. L'idée elle-même de l'objet. Ça suppose la venue de l'être dans le vocabulaire et dans la théorie de la connaissance. Avec Parménide vient la question de l'être. Parce que s'il y a la possibilité de concevoir des objets théoriques, des objets de pensée absolument intangibles, alors on commence déjà à concevoir un modèle parfait, éternel. Et à partir de ce moment-là, ce qui va arriver, c'est le problème du non-être. C'est-à-dire que si nous avons des objets parfaits et éternels, alors ceux-ci sont les plus réels, et les objets que nous avons devant nous, eux en revanche, ne le sont pas, ou n'ont pas la même dignité ou la même qualité de réalité. Une phrase célèbre
du poème du Parménide. Non, jamais tu ne plieras de force les non-êtres à être. De cette route de recherche, écarte plutôt ta pensée. Ici apparaît une des plus grandes scissions des débuts de la philosophie occidentale. Ce sera très important pour la suite du Timée, c'est-à-dire la séparation entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre l'être et le non-être. Et je vais aller un tout petit peu plus loin, entre le mouvement et l'immobilité. Et c'est à travers cette idée de séparation entre le mouvement relégué au non-être dans la pensée de Parménide et l'immobilité, l'éternité donnée à l'être, que nous allons pouvoir lire avec un petit peu plus d'attention le Timée. Continuons là-dessus. Nous allons maintenant nous intéresser à d'autres moments importants dans les dialogues de Platon qui feront explicitement référence au Timée, et nous allons aussi voir la place d'autres penseurs dans ces dialogues dans ces parties de dialogue que j'ai isolées. Dans le dialogue du sophiste, il y a un personnage qui est l'étranger, qui prend pour une fois la place de Socrate, c'est-à-dire il sera celui qui va confronter les interlocuteurs. Ici, dans ce dialogue, est montré pour la première fois le paradoxe de la défense du non-être, ou le paradoxe, on va le voir, de la défense du mobilisme héraclitéen. Le non-être, selon l'étranger, est impensable, ineffable, imprononçable, inconcevable. Pour quelle raison? Parce qu'il ne désigne aucune chose que nous pourrions nommer. Un jugement est faux s'il affirme l'existence du non-être, parce que c'est impossible selon la première définition. Le non-être n'existe pas, on ne peut donc pas faire de jugement qui pourrait en affirmer l'existence. La solution ici, c'est de se détacher de Parménide. Et le geste de Platon ici est subtil. Et affirmer que l'on peut dire quelque chose du non-être. La conséquence ici, c'est que la philosophie platonicienne, le Timée aussi, débute avec Parménide, avec cette séparation entre mouvement et immobilité, non-être et être, mais en réalité, elle doit s'en détacher. Autrement dit, on va se rendre compte ici que petit à petit, le principe de non-contradiction du Parménide doit être, sinon abandonné, du moins doit être prise à distance pour que puisse naître la philosophie. Il y a un entre-deux platonicien ici, entre le mobilisme héraclitéen d'une part, la nature et mouvement, et l'immobilisme ou l'ontologie parménidienne de l'autre. Il n'y a que l'être. Il n'y a que ce qui est immobile, éternel, parfait, immuable. Entre les deux se situe la philosophie de Platon. C'est-à-dire une philosophie du mouvement j'orchestre un combat entre une philosophie du mouvement et une philosophie du repos, et je place Platon entre les deux. Dans le Sophiste, à nouveau, en 241D 5-7, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous faire des abstracts avec les textes, donc si vous voulez noter la référence et aller voir, je vous en prie. On trouve une résolution de ce paradoxe. Le non-être est, non pas comme contraire de l'être. Et l'être n'est pas, selon une autre modalité. Le non-être, finalement, ne devient plus le néant, l'imprononçable, etc., etc. Le non-être devient l'autre, l'altérité en soi. Et en ce sens-là, il peut avoir une dignité d'être. Typiquement, dans une cité grecque, le non-être, ça va être l'étranger. Celui qui n'est pas citoyen, pour vous donner un exemple. Il existe malgré tout. Mais il ne fait pas partie de nous. Pour comprendre ça, il faut s'intéresser rapidement, à la pensée d'Anaxagore, un autre physiologue, un autre enquêteur sur la nature avant
C'est-à-dire il va falloir se pencher sur la réfutation du mobilisme d'Héraclite d'une part, des thèses relativistes des sophistes de l'autre. Là, peut-être que pour ceux qui ne savent pas, il faut que j'explique ce que c'est que la thèse relativiste des sophistes. Pour un sophiste, on peut tout aussi bien dire le non-être que l'être, il n'y a rien de gênant, en fait, parce que la logique de la non-contradiction n'est pas la plus importante dans le discours. En réalité, ce qui va faire la valeur d'un argument, qu'il soit en faveur de l'être ou du non-être, c'est la réussite dans l'arène, ou autrement dit, la capacité de cet argument à persuader un auditoire ou à avoir des effets. Le sophiste, il ne se concentre pas sur la rigueur théorique de son argumentation. Pour lui, ça n'en fait pas quelqu'un de stupide, bien au contraire. Pour lui, ce qui est important, c'est l'efficacité du propos tenu. Et en ce sens-ci, eh bien, on peut tenir des discours totalement relativistes, passer d'une position à l'autre. Voilà. Pour le dire très vulgairement, un sophiste aujourd'hui serait un polémiste. Donc, les thèses relativistes des sophistes, et enfin, réfutation donc des arguments de Parménide. C'est l'idée d'une fondation, d'une science de la réalité, que le relativisme n'accepte pas. Il y a une double condition à cette science. Il faut admettre que la multiplicité changeante du sensible, pensée comme la manifestation instable d'une réalité soustraite au changement. Je vais vous expliquer ça. Nous sommes dans le sensible, il y a des variations dans tous les sens. Tiens, par exemple, le jour se lève, un jour il pleut, un jour il pleut pas, nous vieillissons, j'ai des poils blancs dans la barbe, avant j'en avais pas, etc., etc. Eh bien, en l'occurrence, tout ceci n'est pas quelque chose qui est absolument irréel, c'est quelque chose qui est le fruit d'une réalité parfaite, mais en moins parfait. Et donc, il y a des variations. Et donc, il y a du changement. Voilà. Comprendre la réalité dans laquelle nous sommes, nous, tous les jours, comme étant le modèle, la copie ou la conséquence d'une réalité parfaite qui en serait le modèle. Et comprendre les variations, les changements et les imperfections comme étant dans la nature même, finalement, de cette réalité seconde comparée à la réalité théorique parfaite. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais bon, pour synthétiser, c'est difficile de faire mieux. Aristote saluera la postérité de cette proposition. Toutefois, il critiquera les causes choisies pour établir un ordre qui relie toutes les choses et en un seul monde. Et Anaxagore est l'objet de cette critique. Autre penseur, Démocrite. Démocrite, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inventeur de l'atomisme, c'est-à-dire celui qui établit finalement qu'il y aurait une sorte de petite brique fondamentale de la matière, parce que si je prends un objet et que je le sépare en deux, puis que je prends une partie, que je la resépare en deux, au bout d'un moment, je vais arriver à un objet que je ne pourrais pas couper, insécable. En fait, c'est ça l'idée de l'atome, c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. C'est le moment le plus fondamental de la matière, celui qu'on ne peut pas séparer. Ça, c'est ce qu'on sait, ce que la connaissance la plus courante connaît de Démocrite. Démocrite est un grand absent des dialogues de Platon, mais il a une grande notoriété à son époque. Et en même temps, dans le Timée, au moment de la discussion sur la physique des corps, c'est une discussion avec l'atomisme. Ce sont les solides géométriques de Platon, finalement. Même dans le Timée, on trouve cette idée quand même qu'à un moment, il y a une entité ou une unité qui est le composant fondamental de la matière. Chez Platon, ce composant fondamental est géométrique. Il n'est pas matériel. Mais quand même, on peut voir ici une trace de la pensée de Démocrite dans la pensée de Platon. Enfin, penseur très important pour comprendre le Timée, Empédocle. Empédocle, il fait la distinction entre les 4 éléments qu'on retrouvera dans le Timée également, à la formation de toute chose. C'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Empédocle établit une cosmologie. Il y a 4 mouvements mus par 2 forces.
Et cette cosmologie, elle s'établit en plusieurs temps, et ça reflète aussi les sociétés humaines. Il faut bien comprendre, en fait, ce point-là. Parce que chez Platon, comme chez Empédocle, et comme dans le Timée, et dans le politique aussi, ce qui apparaît, c'est que la connaissance cosmologique doit être d'une certaine manière abordée par rapport au point de vue à un point de vue de la morale, des sensations ou des sentiments. C'est-à-dire, en fait, toute cette science-là, elle a quelque chose de très vivant. Déjà parce qu'elle se reflète dans nos sociétés, mais aussi parce que elle fait l'écho à des sentiments humains. Par exemple, chez Empédocle, on a 3 grandes périodes, on va dire. On a le cycle de la discorde, qui est celui du mouvement et de la pluralité, et on a le cycle de l'amour, qui est celui de l'unité et du repos. Et alors ça marche tant pour les cycles cosmologiques, ça permet d'ailleurs à certains moments d'expliquer des désordres dans l'observation des astres. Ah, c'est le cycle de la discorde, la planète est en retard. Ou bien, à comprendre aussi pourquoi, dans les sociétés humaines, nous avons des périodes fastes et des périodes maigres. Et ça va être très important pour comprendre le Timée. C'est-à-dire que tout est relié, tout fait partie du même engrenage, de la même mécanique céleste. Je n'emploie pas ici le terme mécanique céleste comme l'emploieront les astronomes, bien que ça puisse avoir lieu. Ici, il faut bien comprendre, c'est que nous avons, dans le mythe d'introduction, le mythe cosmologique du Timée, nous avons un démiurge, donc le grand artisan, on va dire, d'autres diraient Dieu. Dans le texte, le terme employé n'est pas théos, n'est pas Dieu, c'est démiurgos, c'est l'artisan. Donc je vais garder l'artisan. Ce démiurge contemple la perfection de l'éternité. Contemplant cette perfection, il ressent de la joie, parce qu'il est beau de regarder des choses belles. Parfois, la philosophie de Platon se résume à des phrases comme ça. On ressent de la joie à contempler la perfection de l'univers parce qu'il est beau de regarder des choses belles. Et donc, il va faire une première image de cette perfection. C'est l'ordre du cosmos. La perfection n'est pas l'ordre du cosmos. L'ordre du cosmos est à l'image de la perfection contemplée par l'artisan. De cette perfection-là, dont l'ordre du cosmos est la copie, il y aura une autre copie, qui est notre réalité à nous. Si vous avez un stylo pour le tableau, ce serait pratique, je pourrais le dessiner. Ah oui, je les connais ceux-là. Hop, merci. Je vais vous donner juste une image. Parfois, c'est bien d'avoir des repères spatiaux. Et puis, comme c'est un récit, c'est assez prégnant. Ça part comme ça. Je vais partir du centre. C'est le modèle pythagoricien qui est en jeu ici, dans le Timée. Vous avez la Terre ici. Ensuite, vous avez un premier cercle, un second, un troisième, quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Voilà. Nous, on est là. Ici, on a des corps célestes. Ce sont les planètes. Planète en grec, ça veut dire astre errant, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont constaté que ça bougeait. Et rappelez-vous, si c'est dans le mouvement, c'est que c'est pas encore assez parfait. Et ici, sur le dernier là, nous avons ce qu'on va appeler les étoiles. Je pourrais faire tout le tour, mais voilà. Ici, on a les planètes, là, on a ce qui va s'appeler la sphère des fixes. Et si on suit le mythe du Timée, le mythe du Timée part du haut vers le bas. Moi, je pars du bas vers le haut parce que nous sommes ici. Ensuite, nous avons, encore dans un autre plan, le démiurge. Une barbe.
Si tu veux, je le filme mal. Le démiurge ici qui contemple l'excellence de l'éternité. Là. Il contemple. Alors, comment ça se fait que nous-mêmes, qui sommes ici, on puisse imaginer ça? Un démiurge qui contemple une perfection. Eh bien, en fait, tout se joue avec le temps. Finalement, dans le Timée, ce qui est génial, c'est que l'idée du temps naît de l'observation du mouvement des planètes et de l'immobilité des étoiles. C'est qu'en fait, d'ici, on a des saisons, on a des solstices, on voit les planètes bouger, et au lointain, on a ces étoiles fixes qui ne bougent pas. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que plus on s'éloigne de nous-mêmes, et plus on se rapproche de l'éternité immobile et parfaite. Et le rapport entre les deux, c'est le temps. C'est pour ça que dans le Timée, Platon écrit une phrase qui est souvent citée, souvent célèbre, mais qui en réalité, quand on lit le dialogue, apparaît au détour d'un paragraphe, et on pourrait la rater si on manquait d'intention et d'attention, si on ne la cherchait pas. Le temps est l'image mobile de l'éternité. Le temps est l'image mobile de l'éternité. Ça, là, c'est l'image mobile de l'éternité qui est ici. Ça, c'est le mythe cosmologique du Timée. Et comment ça se fait qu'on puisse se rendre compte, que le temps est l'image mobile de l'éternité, qu'il y a une éternité, qu'il y a une perfection? Eh bien, chez Platon, ça va être la question de la participation. C'est-à-dire que dans la philosophie de Platon, l'homme n'est pas en dehors de la nature. L'homme n'est pas en dehors de l'univers ou en dehors du cosmos. Il en est peut-être l'observateur, mais en fait, il n'en est pas l'observateur qu'avec ses yeux. Chez Platon, il est l'observateur avec son esprit, son intellect, mais bien plus encore avec son âme. Pourquoi avec son âme? Parce que chez Platon, le monde est un corps. L'homme est un corps. Tout ceci là, c'est de l'ordre du corps et de la matière. Mais comment le corps et la matière pourraient participer à quelque chose qui est pur esprit? Eh bien, parce que dans le corps et dans la matière, dans le monde et dans l'homme, il y a de l'esprit. C'est ça, le point important. Le monde a une âme, et nous avons une âme qui participe non seulement à l'âme du monde, mais aussi à ce lien avec l'éternité infrangible et parfaite. Donc voilà, il y a référence à cette cosmologie d'Empédocle et sur les cycles. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire le lien avec les cycles quand même. Chez Empédocle, les cycles, l'amour et la discorde, ces deux étapes-là, qui seront reprises dans le politique plus tard, c'est lié aussi à cette idée de mouvement général, temporel et imparfait de l'univers. C'est-à-dire, c'est une conception cosmologique des sociétés humaines, si vous préférez. Et Platon, il fera référence aussi dans le Timée, bien sûr, et dans le politique. Il y a un aspect inaugural de la philosophie platonicienne. Il y a une rupture grammatique avec la tradition et l'héritage qu'il a à son époque. La philosophie, pour naître dans les dialogues, doit avoir un caractère inouï, autrement dit, n'être l'héritière de personne. Mais en même temps, il faut bien, pour comprendre en quoi le Timée et la philosophie de Platon a quelque chose d'inaugural et pourquoi la lire, il faut bien comprendre aussi d'où elle vient.
Donc on a vu le monde, les corps, les physicoi, pardon, les enquêteurs sur la nature. C'est le problème du changement. On l'a vu aussi. Parler, agir, penser demande en permanence des objets d'application. Et il y a dans le changement lui-même une forme de permanence. C'est ce que nous avons vu quand nous avons explicité que finalement Platon se situait dans un entre-deux entre la théorie parménidienne des formes et le mobilisme héraclitéen. Le Timée, c'est une enquête sur la nature également. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il faut le lire. Son objet, il est bien plus large que notre science de la nature. Pourquoi? Parce que physis, en grec, ça désigne le principe qui préside à la naissance et au développement de toute chose. Terre, ciel, vivant, les hommes, les sociétés. Autrement dit, si on revient sur cette idée-là, ce qu'est la nature n'est pas la perfection de l'éternité, n'est pas non plus cette sphère des fixes, mais serait le principe qui préside au mouvement de tout le reste de la sphère sublunaire. La nature ici, elle est âme, parce qu'elle est archée, elle est principe. On n'est pas sur un arbre, un poisson, un océan, on est sur quelque chose de bien plus vaste, et désigné comme nature, comme physis, tout ce qui est en mouvement et donc possède, soit de manière directe, soit de manière indirecte, un principe de mouvement. C'est ce que les vitalistes appelleront vie plus tard. Sans m'étendre sur les vitalistes. Cette enquête, oui, merci. Cette enquête, elle regroupe sous l'expression sciences de la nature ce que nous répartirions aujourd'hui entre les sciences physiques et naturelles, les sciences de l'homme, apparition, développement, organisation sociale. En fait, quand Platon fait cette enquête sur la nature, il a l'idée que si l'objet recherché c'est la physis, alors il faut rechercher la nature dans tout, dans absolument tout. C'est pas l'idée d'une science découpée et spécialisée, c'est l'idée d'une science totale. Et d'une science totale parce que son objet est total, son objet c'est la physis. Et la physis, on a vu, c'est pas seulement la nature. Ou du moins peut-être qu'on arrive enfin à dire un petit peu ce qu'est la nature lorsque l'on dit « et nature tout ce qui est principe de mouvement ». Il y a une tripartition de cette enquête dans le Timée. D'abord la mise en ordre du monde, la naissance de l'homme, et la naissance et l'organisation de la société. C'est l'idée de mettre en récit la cité idéale de la République. Et comment on fait pour mettre en récit une cité idéale? Eh bien, on va d'abord expliquer le fonctionnement de l'univers, puis le fonctionnement du temps, puis le fonctionnement de la nature, et enfin le fonctionnement de l'homme. Ensuite, on pourra commencer à parler de la cité. En même temps, quand je dis que le Timée est une enquête sur la nature, il faut quand même que je souligne un point, c'est que le Timée n'est pas une enquête sur la nature au même titre que les penseurs précédents ont enquêté sur la nature. Parce que les interactions corporelles ne suffisent pas à comprendre l'ordre du monde. Cette critique, elle est synthétisée dans les lois et elle trouvera sa solution dans le Timée. Je vous disais tout à l'heure, on arrive à imaginer et à penser l'éternité parfaite observée par le démiurge à partir du mouvement des planètes. Oui, c'est vrai. En ce sens-ci que c'est d'abord par l'observation visuelle que l'on va commencer à se rendre compte des changements, des irrégularités, et qu'on va commencer à se rendre compte des décalages entre les irrégularités que nous avons proches de nous, donc sur le point du milieu, et celles que nous avons loin de nous, celles en observant les planètes. Mais en même temps, si les interactions corporelles ne suffisent pas, alors qu'est-ce qui permet d'induire
depuis le mouvement et les irrégularités des astres, le temps et l'éternité. Eh bien, ce qui permet d'induire, c'est une correspondance théorique entre notre capacité de connaissance et l'objet que l'on va appeler éternité, et l'objet que l'on va appeler temps. C'est une correspondance, ici je vais parler en termes classiques, entre notre âme, l'âme du monde, et l'éternité. Et cette correspondance-là, elle n'est possible que par le biais d'un terme platonicien assez critiqué qui s'appelle la participation. Et j'ai encore un peu de temps ou... Oui. Fini. Non, t'as fait une demi-heure. Ah, ok, d'accord. Okay. Oui, tu as encore un moitié. Ok, super. Ok. On va en faire une chronologie de cette idée-là. Comme quoi les interactions corporelles ne suffisent pas. Dans le Phédon, il y a l'inauguration de la critique du physicologoi, autrement dit des discours d'enquête sur la nature, notamment sur les causes du devenir. Cette critique sera reprise par Aristote en Métaphysique alpha, c'est-à-dire finalement tous ces discours d'enquête sur la nature, je dirais avant le Timée, avant Platon. Aristote serait peut-être pas d'accord, mais moi je vais rester platonicien. En Métaphysique alpha, donc, ils n'ont pas résolu la cause de la génération et de la corruption. Comment ça se fait qu'il y a des choses qui naissent? Comment ça se fait qu'il y a des choses qui meurent? Réussir à comprendre ça, c'est réussir à comprendre la nature. Dit grossièrement. Il faudrait un savoir permettant de connaître les causes de chaque chose. Pourquoi elle vient à exister, pourquoi elle périt et pourquoi elle est. Ça, c'est le Phédon 96 à 9-10, pour ceux qui aiment bien les références. Donc, connaître une chose est une connaissance de la cause de sa naissance et de sa mort, et donc connaissance du pourquoi elle est telle qu'elle est. Et cette façon de connaître là, ça marche aussi pour les êtres humains. C'est comprendre la nature de quelque chose, c'est comprendre pourquoi il vient à exister, pourquoi il meurt et pourquoi il a été. Comprendre la nature de quelqu'un ou la nature de sa vie, c'est comprendre pourquoi et comment il est né, comprendre pourquoi et comment il est mort, et surtout comprendre pourquoi et comment il a vécu. C'est une pensée profondément grecque, ça. On ne peut juger la vie de quelqu'un qu'à partir du moment où sa vie a été vécue jusqu'au bout. Mais il y a un problème, c'est la différence entre ce qui est réellement cause et ce sans quoi la cause ne saurait jamais être cause. Par exemple, ce qu'on va appeler les agents corporels, c'est-à-dire les objets. C'est la condition nécessaire du devenir, mais en même temps, ce n'en est pas la cause réelle. L'action d'un agent corporel ne rend compte de la formation ou de la destruction d'une chose. Mais quel est l'effet de l'action? Il y a une faiblesse explicative de la causalité de l'action. Il y a un manque de détails. D'où deux autres causalités possibles. L'intellect, ça c'est la théorie d'Anaxagore. C'est la meilleure manière, c'est la finalité en vue d'un ordre. Ou alors les formes intelligibles. Parménide. Cause corporelle. Mise en ordre de l'intelligence. Objet de l'intellect. Les formes seules à nommer ce que chaque chose est et devient. C'est-à-dire une conformité à la définition. C'est par la beauté qu'une chose est belle.
c'est la beauté qui nomme cette propriété. En fait, une chose est belle, parce que dans cette pensée-là, une chose est belle que parce qu'elle est conforme à la définition de la beauté. Elle n'est pas belle parce qu'elle est belle. Elle est belle parce qu'elle est conforme à l'idéal. Bon, l'idéal, c'est un peu romantique. Elle est conforme à la définition, au concept, à l'idée. C'est ce que l'on va appeler la causalité de la forme. Mais c'est toutefois, même s'il y a causalité de la forme, c'est pas non plus une rupture chez Platon avec la causalité des agents corporels. La causalité naïve des formes se joue contre la causalité savante de l'enquête sur la nature. Dans le Phédon, en 105b5c7, on va parler d'une causalité raffinée qui combine forme et agent corporel. En fait, il s'agit de subordonner le corporel à la forme. Et ce geste est effectué en vertu de la valeur explicative de la forme par rapport au corporel. Vous voyez, ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a la forme qui est la cause véritable et le corporel qui est la cause nécessaire. Il faut la forme ou la définition du chaud pour parler de chaleur. Mais le chaud ne peut être sans l'heure sensible, l'action matérielle, ou toute autre cause sensible de la chaleur. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ça ? C'est un classement épistémologique de l'ordre des raisons pour comprendre le monde, en fait. Le plus important, c'est la définition, le concept, parce que sans ça, on est incapable de nommer ou de comprendre intellectuellement quoi que ce soit. Mais en même temps, ce concept-là, on a quand même besoin d'en avoir le toucher. Alors, continuons. Passons maintenant du Phédon au Théétète. Le Théétète est un dialogue de Platon qui porte sur la science, et il en donne 3 définitions, qui sont essentielles pour lire le Timée. La science, c'est la sensation, 151 E1-3. Ici, c'est la reconstruction du savoir issu de l'enquête sur la nature, à travers la thèse du tout en mouvement, l'univers. Ici, c'est référence explicite au mobilisme d'Héraclite, mais aussi, ça vise aussi à critiquer depuis Homère, sages, poètes, philosophes, sauf Parménide, c'est-à-dire tous les partisans de cette idée que la science est la sensation, que le mouvement est la connaissance. Ça poursuit les arguments du Phédon. Oui, c'est bien de dire que le mouvement est la chose la plus importante, mais qu'est-ce qui fait le mouvement ? C'est-à-dire, il faut questionner évidemment la causalité du mouvement lui-même, et cette idée de génération, repos, corruption. 153a, 5-7. Les agents matériels, comme cause du devenir, car en mouvement eux-mêmes. Ici, il y a plusieurs mouvements. Je ne sais pas si c'est utile que je rentre dans les détails, mais bon, il y a la translation, la disposition des corps, la dispersion. Bon. Mais en même temps, tant que le mouvement qui les produit se maintient, ces choses se maintiennent dans l'être. Et quand ce mouvement n'existe plus, ces choses n'existent plus. C'est quand même compliqué de faire d'objets de connaissances fondamentales, des objets qui n'existent que par instant. Mais en même temps, nous-mêmes, nous sommes dans le mouvement, nous en faisons partie. Il suffit de voir le fait que nous pouvons travailler la disposition de notre corps par le fruit de l'exercice, ou bien la disposition de notre âme. Tiens, notre âme elle-même serait en mouvement. Oh, je vous donne la réponse, c'est parce qu'elle est dans un corps qu'elle est en mouvement. Si elle était là, elle n'aurait pas besoin de nourrir sa disposition. Mais ici, c'est la disposition de l'âme aussi qui peut être modifiée. C'est le fruit de l'apprentissage et de l'activité intellectuelle. C'est dit en 153b, C2. Tout est mouvement. To pan kineseos. En dehors de cela, il n'y a rien du mouvement. Il y a 2 espèces. Chacune en quantité indéfinie, ayant pour puissance l'une l'agir, l'autre le pâtir. Ça, c'est une citation d'Unamin Tomen Poyen et Ron de Paiserei. 156 à 4-7.
Excusez-moi pour ces éruditions-là, mais ça me rassure. Donc cette faiblesse explicative, comment nommer l'effet de l'action comme cause sans devoir changer de paradigme? Le mouvement est de divers types, l'action et la passion. Tout retourne à un seul mouvement, tout ce qui existe, et donc à tout ce qui est vrai pour la sensation. Ça implique d'exclure l'un des types de mouvement, c'est-à-dire l'altération au profit de la translation. Entrons dans les détails. Altération, c'est quand une même chose devient une autre chose. Par exemple, ce qui est petit peut devenir grand. Un enfant devient un adulte. Mais ce qui devient grand, c'est toujours le même. C'est toujours le même corps. C'est toujours la même personne. Il y a une constance de certaines propriétés. Et c'est impossible si tout est mouvement. Si on maintient cette thèse qui était abordée dans le Tête, dans le Timée, on la réfute. Parce qu'en effet, si tout est mouvement, alors il est impossible que j'ai le même corps, que je sois la même personne que quand j'étais enfant. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui persistent. Et en ce sens, la sensation, elle ne produit pas les propriétés de la chose. Aucune propriété sentie n'existe dans la chose elle-même. Ça ne nous permet pas de comprendre. Toute propriété est la rencontre entre un agent percevant et un patient perçu. Ça, c'est très important à comprendre. C'est cette idée profondément antique, finalement, que le semblable reconnaît le semblable. Et c'est ça la connaissance. Et il faudrait que je dessine à nouveau. Vous avez... C'est ça. Pour qu'il y ait connaissance, il y a un agent percevant. En l'occurrence ici, un œil qui regarde. Et un patient. Patient ici, c'est au terme de passif. Hein. Un agent percevant et un patient perçu. Tiens, par exemple, un astre dans le ciel. Pour qu'il y ait une connaissance possible, il faut qu'il y ait quelque chose ici et quelque chose là qui soit la même chose. Sinon, ce n'est pas possible. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui pourrait bien être commun avec un œil et une planète? Déjà, on pourrait dire ils sont faits de matière. Probablement la même, d'ailleurs. Mais on a vu que l'explication strictement corporelle ne permet pas de donner vraiment une dignité ontologique et épistémologique à la connaissance. On a vu qu'il y a une faiblesse explicative parce qu'en fait, ça ne permet pas d'expliquer toutes les causes. Il ne suffit pas de voir une planète pour savoir que c'est une planète, pour savoir qu'elle se déplace. Remarque en l'observant un certain temps, mais comment est-ce qu'on pourrait comprendre sa place dans l'ordre de la nature? Eh bien, l'idée ici, c'est que ce qui est semblable entre l'observateur et la planète, c'est pas seulement la matière, c'est aussi l'âme. Si vous préférez, pour ceux qui n'aiment pas ce terme, l'esprit ou le principe. Ou encore la nature, en tant que principe fondamental du mouvement. Voilà, et ça nous amène... Et ça nous amène à un point très important dans le Timée. C'est la question de la participation.
Métextis. Alors, c'est un terme très connu que Aristote va critiquer. C'est-à-dire qu'Aristote, en métaphysique alpha, excusez-moi. C'est toujours dans ces moments-là que ça arrive, bon, c'est pas grave. En métaphysique alpha, Aristote va qualifier ce concept de participation comme étant quelque chose de poétique et de vague. Parce qu'en réalité, pour Aristote, cette idée d'âme, de participation, de co-inclusion dans le même espace principiel qu'est la nature, de l'homme, du monde et de l'univers, pour Aristote, c'est trop vague. Pour lui, c'est un concept à la limite poétique. Et peut-être que pour les sciences de son temps, c'était le cas, mais j'aimerais vous donner une bonne raison de lire le Timée. C'est que ce concept de participation, il enjoint à penser, et ça je vous le fais avec un regard contemporain, indépendamment d'une sécheresse intellectuelle rigoureuse et logique, à quelque chose qui peut faire appel à notre sensibilité, à notre corporéité, et à notre sensation. Le terme, quand Aristote désigne ce terme de participation, c'est-à-dire de participation des âmes, en fait, hein, de l'âme de l'homme à l'âme du monde, jusqu'à l'âme de ce que l'on peut considérer comme animé. Il y a des débats là-dessus chez les Grecs, mais bon, si vous avez envie de croire que tout est animé, je ne m'y oppose pas. En tout cas, cette idée finalement qu'il y aurait une sorte de réunion d'esprit qui rende possible en fait un attachement entre l'homme, tout le reste des choses, l'univers, le cosmos, l'ordre de ce cosmos, et ce du point de vue le plus éloigné de nous au point de vue le plus proche de nous. Finalement, moi, que Aristote désigne ce concept-là comme vague et poétique, ça ne me dérange pas, parce que finalement, pourquoi lire le Timée Je dirais avant tout parce que déjà, ça permet de se demander ce qu'est la nature d'un point de vue ontologique et de manière totale. Et d'autre part, parce que ça nous permet de penser le monde, notre vécu, notre existence dans ce monde, d'une manière qui ne soit pas strictement déterministe ou scientiste, mais bien plutôt d'une manière qui soit poétique. La critique d'Aristote à Platon, finalement, moi j'en fais un compliment. Parce que, de toute façon, ces sciences de la nature sont déjà obsolètes. On en a d'autres qu'on considère comme fonctionnant mieux. Je ne pense pas qu'il faille lire le Timée pour se dire voici la science de la nature la plus absolue qui puisse exister. Parce que bon, ce modèle-là, déjà dessiné tel quel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Terre est au centre de l'univers. Bon, hein, mais c'est surtout parce que ça nous enjoint quand même si c'est plus l'élite de la science actuelle, à regarder comment vivre et envisager un certain rapport avec le monde et avec la nature. Et ce rapport, je le dis avec Aristote, mais en considérant qu'il fait un compliment à Platon, c'est un rapport poétique. C'est un rapport poétique. Parce que si vous voulez, on peut lire tous les textes que l'on veut sur la nature, on peut lire toutes les revues scientifiques, on peut se concentrer sur une érudition absolument complète du concept et des sciences de notre temps, on peut faire une histoire de la philosophie du concept de nature, ça ne nous aidera pas du tout, à mon sens, à l'heure actuelle, à s'approcher un petit peu de ce que peut vouloir dire
la nature pour nous, de ce en quoi elle peut nous être précieuse et importante. Alors que des textes comme celui-ci, dont je vous ai fait un rapide résumé, je reconnais qu'il y a énormément de choses qui auraient pu être abordées, la Cora, les moments de la géométrie, la constitution des éléments, c'est quand même un véritable traité, mais la vision globale que cela nous donne, cette co-inclusion, cette appartenance, je crois que c'est ça qui donne une très très bonne raison de lire le Timée aujourd'hui. C'est-à-dire de réinsuffler d'une certaine manière, poétiquement, une âme dans le monde. Et non pas dire le monde a une âme, Gaïa, Lovelock, Pachamama ou autre, mais réinsuffler, réinsuffler une âme dans le monde, en choisissant de le voir comme quelque chose de poétique, et de le vivre comme quelque chose de poétique. Donc, prendre au sérieux le mythe que je vous ai exposé ici, et considérer pendant un instant, par imagination poétique, que cela est vrai. Ça, c'est une bonne raison de lire le Timée. Voilà, je vous remercie.